d'être là. C'est la première fois que Christophe Rocancourt participe à un séminaire. Il a fait plein de choses dans sa vie, mais il n'a jamais vu un séminaire. Et du coup, on va pouvoir en savoir plus, bien sûr, sur sa vie, qui est pas banale. Mais l'idée, en fait, de l'intervention de Christophe, c'était de se dire, qui est mieux qu'un escroc, un arnaqueur, ça commence, pour tout simplement nous expliquer, en fait, comment ne pas se faire scammer, ne pas se faire arnaquer, et pour nous expliquer, en fait, des principes d'influence et de manipulation. Et pourquoi cette thématique-là? Pas parce que je pense que vous allez tous vous faire arnaquer, mais parce qu'ici, on a beaucoup d'infopreneurs, et c'est certainement l'industrie où il y a le plus d'arnaques, de scams, en France et à l'étranger. Je peux vous en citer plein, le CPF, des choses assez simples. Non mais c'est vrai. Les comptes Stripe, les influences, les influx voleurs, des choses assez simples aussi, juste quelqu'un qui prend une presta, tu la payes et puis il délivre pas, et tout ça, ça doit être lié certainement au fait qu'on est sur internet, etc. Et tous ces scams-là, en fait, sont pratiquement tout le temps autour de la même chose. C'est des principes en fait psychologiques, c'est pas des scams où on a trouvé un bug dans la matrice ou des choses comme ça. C'est très souvent parce qu'on arrive à convaincre, persuader des gens qui se disent qu'ils vont avoir une meilleure vie grâce à quelqu'un d'autre. Et pour avoir un peu étudié ton histoire, au final, toutes les arnaques que tu as pu faire, c'est des arnaques qui sont en fait sur des principes psychologiques. Ouais, sur les ressorts. Donc voilà. La question, moi, c'était assez simple. Déjà, c'était si tu pouvais te présenter très rapidement. J'avais des questions assez simples. C'est à quel âge tu as fait ton premier million? 19. Ta première arnaque? L'école. L'école? Ouais. 8 ans, 10 ans, 15 ans? Oui, 13, 14 ans. Et c'était quoi? Je me rappelle pas, mais enfin, ça y est, ils sont. Ok. Combien de millions tu as réussi à prendre? 80. 80, ok. Combien d'identités? Une dizaine. Une dizaine? La plus connue? Rockefeller. C'était ta préférée? Rockefeller. Ok, d'accord. Combien d'années de prison? 12. 12? Laquelle la mieux? Suisse. Suisse? C'est pour ça que tu es en Suisse? Non. Non, ok, d'accord. C'est pas pour aller en tôle. Les gens se font arnaquer à un certain niveau. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas escroquer quelqu'un qui est profondément honnête. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas dans le gain, il n'est pas dans l'appât. Et les gens, généralement, qui se font escroquer à un certain niveau avec des grosses sommes, enfin, je parle en millions, ce sont des gens qui ont ce côté déjà égomaniaque et qui ont ces ressorts de penser qu'ils sont bien plus intelligents qu'ils le sont, et de sous-estimer les personnes qui sont en dessous. Ils ne les regardent pas. Donc c'est souvent l'appât du gain et la surestime de soi-même. Ok. Du coup, toi, est-ce que tu as fait tout ça pour de la reconnaissance? Non, moi j'étais un fils de gueux, j'étais un prolétaire à l'état pur. Mon père était docker. Je voulais sortir de la condition sociale, moi. L'argent en lui-même ne m'intéresse pas. L'argent, c'est au même titre qu'une benne clé avec un réservoir d'essence. Plus vous avez d'essence, plus vous allez loin. Donc moi, c'était de sortir de la condition, mais pour vivre une qualité de vie différente. Mais c'est pas l'argent pour l'argent. Sinon, j'en aurais fait plus par divers moyens criminels où on peut faire beaucoup plus d'argent qu'en escroquerie. Donc c'était de sortir de la condition sociale. Ok. C'est intéressant parce que quand tu parles de ça, à aucun moment tu imagines du coup le faire de façon légale. Tu te dis, j'aurais pu faire plus en faisant des trucs plus hard. En gros. Disons que la façon légale m'aurait sans doute pris beaucoup plus de temps. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la même vision? Bien évidemment que non, puisque après il y a un prix à payer, il y a des conséquences. Lorsqu'on vit dans le milieu carcéral pendant 12 ans, on peut imaginer que 12 ans dans la vie d'une personne, c'est quand même un facteur important. Donc aujourd'hui, effectivement, je ne verrais pas les choses de la même façon, je l'aurais sans doute fait d'une façon légale. Mais à l'époque, je n'avais pas cette maturité, ces ressorts. C'est-à-dire que je voyais le gain, c'est tout. Je voyais sortir de cette condition. D'accord. J'ai quelque chose qui m'a fasciné pour avoir étudié du coup ton histoire et dont j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui explique selon toi que les gens sont quand même fascinés et t'aiment
d'un point de vue de la psychologie, alors qu'on pourrait te mettre facilement dans la case, c'est amoral ce qu'il fait, donc voilà. Mais c'est amoral. Moi, j'ai jamais revendiqué en aucun cas où je ne justifie aujourd'hui, même encore aujourd'hui, en disant, bon, voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Non, non, c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est même amoral. Mais je pense qu'il y a une quantité de personnes qui se retrouvent alors à un niveau où... pourquoi, par exemple, je vais te donner un exemple, lorsque je suis arrivé au Festival de Cannes, avec Naomi Campbell, et que je suis arrivé, pourquoi les gens sont contents de voir quelqu'un qui est un prolétaire à la base et qui arrive sur ce tapis? Parce que c'est leur rêve de plusieurs personnes de se dire, tiens, moi je ne peux pas y être, et lui il y est là. Donc je pense qu'il y a une revanche sociale. Et je pense que c'est dans chacun, on va prendre des gens qui font des affaires, ils ont toujours ce même rapport sur la revanche sociale. Tu vas prendre celui qui est employé dans une société, il aspire à quoi? À devenir un jour PDG. Donc il y a ce côté où les gens, et je pense que j'ai un capital sympathie, peut-être parce que, bon, voilà, ils s'identifient à un passé, alors, y compris compliqué, dû à l'enfance, et je pense qu'ils se retrouvent. Et ensuite, j'ai jamais renié ce que je faisais, j'ai jamais dit que j'étais autre chose. Je ne suis pas dans le déni, mais je ne suis pas dans le déni non plus de dire que l'escroquerie est absolument abjecte pour plein de choses. C'est une réalité. Est-ce que maintenant, j'ai des regrets? Non, puisque j'ai fait 12 ans de ma vie, j'ai payé 12 ans à cette société. Donc je n'ai pas à regretter, j'ai pas non plus regretté après avoir fait 12 ans qu'on m'ait pris 12 ans. Mais je crois pas que ce soit pour ça que tu as ton capital sympathie. d'accord. Je crois que tu as ton capital sympathie d'abord parce que je connais pas tout le monde, mais tous les gens qui se sont fait arnaquer par toi, ils disent aussi que pendant l'arnaque, ils n'ont jamais été aussi heureux. Parce que Ouais, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé parce que... Voilà. Et il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que tu n'as pas pris de l'argent pour te faire monter un château en Suisse. Non. Tu redistribues. Et pas tu redistribues, je dis pas que c'est pas Emmaüs, ouais. Non, je dis pas que tu sers à l'économie, mais c'est pas la même chose que de... Oui, c'est dans une société de consommation. Et voilà, c'est pas la même chose que de voler de l'argent et de le mettre dans un compte fermé en Suisse, que de voler de l'argent. Ouais, maintenant, j'enferme aussi en Suisse. Oui, mais non, mais que d'inviter toute la terre et faire des cadeaux à tout le monde, etc. Et tous les gens, ceux que j'ai vus, parce qu'il y en a, je pense que je connais que 10% de ça, mais ils disent tous que c'est fou. Ils disent, peut-être que je le referai. C'est fou. Ils te disent, sachant ça, si je le re-rencontre et que ça se repasse, et peut-être que je retomberai dans cette arnaque parce qu'en fait, j'ai kiffé. Il m'a fait vivre des choses que je n'aurais jamais vécues. Et je pense que le capital sympathie, je pense que c'est pour ça qu'il est là. Oui, mais le capital sympathie, il est agréable, bien évidemment. On préfère les gens qui nous apprécient que de ne pas nous apprécier. Mais du point de vue moral, puisqu'on parlait du point de vue moral, il y a quand même un côté victimaire sur la personne qui subit ça. Donc, est-ce qu'on mesure... alors, bien évidemment, quand on prend des sommes à millions, on peut imaginer que les gens sont dans une condition sociale agréable et que ça ne va pas non plus les traumatiser à l'indéfini. Mais je pense qu'ensuite, il y a d'autres ressorts qui se mettent en route sur l'ego, c'est-à-dire que la personne se dit, mais comment j'ai pu me faire marron par un connard comme ça? Je ne l'ai pas vu arriver, putain, moi qui suis... donc il y a l'ego qui joue. Ensuite, il y a aussi, lorsque tu prends des millions à une personne, il y a aussi ce ressort de dire, voilà, ce salaud, il m'a pris ce que j'ai gagné. Et c'est légitime, c'est là où... Voilà. Ensuite, il peut y avoir d'autres conséquences qui sont... alors, moi, dans mon cas, je remercie, ça ne s'est pas produit. Mais par exemple, on va prendre le cas de Murdoch. Alors, c'est dans autre chose, mais il y a des gens qui se sont suicidés, qui ont perdu leur vie. Il y a des gens... Là, on sort d'un ressort extrêmement compliqué, puisque, oui, effectivement... tu payes, tu as fait de la prison, tu as pris le fric,
Mais lorsque une personne décide de supprimer parce qu'elle ne peut pas supporter de se faire arnaquer ou ruiner, tout simplement. Là, je parle de Murdoch. Hein. Mais il y a quand même une coercion et une co-responsabilité d'un assassinat ou d'un meurtre. Donc, c'est d'autres sorts. Et moralement, quoi qu'il arrive, si on n'est pas dans le déni, qu'on est en conscience avec soi-même, moi je le vois parce que je vieillis, je le vois parce que j'ai des enfants, je le vois parce que aujourd'hui j'ai des amis de 20 ans, de 30 ans. C'est quand même un moment tu te dis, c'était quand même pas cool. Et voilà. Alors oui, le kiff c'est une chose, mais il y a quand même une part de responsabilité qu'on ne peut pas complètement extirper ou de se dire c'était rien. Parce que tu es rentré dans les vies des gens et tu as fait des dégâts. Alors, à un niveau plus ou moins grand, mais voilà. Je parle au point de vue moral, moi. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu vois une opportunité qui se présente à toi, d'arnaquer quelqu'un, est-ce que tu penses que tu serais capable de ne pas le faire? Non, je ne le ferai pas, parce que je suis sur d'autres ressorts aujourd'hui. Je suis pas... L'âge fait que tu regardes les choses différemment. Et moi, j'ai moins d'excuses. Je l'avais dit d'ailleurs lors d'un procès financier où qui a mis 10 ans. J'avais dit au juge, je dis, moi, je ne cherche pas d'excuses, parce que j'aurais pu faire autrement. Ce qui est une vérité, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire des affaires, ce que je fais aujourd'hui, et j'aurais sans doute pris encore plus. Mais j'ai eu cette fainéantise et cette facilité de me dire, bon, c'est là, je prends et compagnie. Donc, voilà. Mais non, parce que c'est inintéressant. Aujourd'hui, d'une part, j'en ai pas besoin. Moralement, je suis sur d'autres ressorts. Et je pense que lorsqu'on vieillit, on est sur un état de conscience où on se dit, un jour, moi je suis croyant par exemple, je crois en Dieu. Donc, ça peut paraître naïf, ça peut paraître ce qu'on veut. Après, chacun est connecté d'une façon qu'il a envie, intergalactique, pourquoi pas, et voilà, là pour certains, et voilà. Je pense que tu peux mentir à toute la terre entière, tu peux te raconter toutes les plus belles histoires, tu peux tout faire. La faisabilité des choses, elle est simple, dans quelques domaines que ce soit. C'est comment tu décides de le faire. Mais à la fin, il y a un règlement de compte que tu dois faire avec toi-même. Et c'est celui-là, à mon sens, quand tu vis, c'est celui-là le plus dur. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est sur le chemin de me dire, bon, voilà, on a rigolé, j'ai kiffé, j'ai fait des enculeries qui n'étaient pas forcément les tops, t'as été un salaud, c'était pas quand même génial de faire ça. Et d'arriver, de fermer la page d'une façon propre. Moi, c'est ma démarche aujourd'hui en tant qu'homme, mais pas pour les autres, pas pour sociétairement de dire à quelqu'un, regardez-moi que je suis un mec bien ou je suis un mec pas bien. Et souvent, malheureusement, l'humain a toujours besoin de la reconnaissance de l'autre, de dire, tiens, regardez-moi, j'ai envie d'être aimé ou j'ai envie d'être un mec bien. Moi, la personne qui pense que je suis un connard, elle a le droit de le penser. Mais mon souci, il n'est pas là. Mon souci, il est avec moi-même, c'est de me dire, moi en tant que personne, comment je règle les choses, comment je vis avec moi-même, comment je me regarde. Ben, moi, je me regarde d'une façon la plus simple, c'est-à-dire que mon rapport, il est vrai. Il est dans l'authenticité. Que ça déplaise. C'est comme quand moi, j'ai rencontré des personnalités de tous bords publics et ceux qui ne me connaissaient pas, ils me disaient, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, j'ai dit, moi, je suis un ancien escroc qui a fait 12 ans de placard. Voilà ce que je suis. À mes enfants, t'as dit que t'étais policier. Mais ça, c'était parce que je voulais. Voilà, ouais. Mais voilà, parce que son acceptation, voilà, j'ai pas envie de lui dire que je suis écrivain alors que j'ai fait 7 bouquins, et pas dans les moindres maisons. Non, voilà ce que j'ai été, voilà ce que j'ai fait. Donc voilà, je pense que c'est important, et on néglige souvent, c'est pas la reconnaissance des autres qui est importante, c'est la reconnaissance de soi-même. C'est comment on se regarde, et comment on se lève, et comment on s'assume. Et peu importe ce que l'on est. Moi, je ne suis pas
Je suis pas un donneur de morale. J'ai des copains qui sont des voyous, j'ai des copains qui sont dans la politique. Je suis pas donneur de leçons. Mais je pense qu'à la fin, c'est avec toi-même comment tu te regardes et comment tu vis avec toi-même. Tu peux pas vivre bien avec l'autre si toi-même tu es en déconnexion. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait que lorsqu'on vieillit, on en arrive là. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait arnaquer? Non, j'ai fait des donations, mais c'était pas parce que j'en étais conscient. Mais, alors j'ai eu des jeux où il y a des gens qui m'ont pris un peu d'oseille. Je l'ai laissé, mais parce que j'avais envie de leur donner. Mais non, en arnaque pure, c'est-à-dire quelqu'un qui... non, parce que je suis un petit peu réveillé dans ce domaine. J'ai une question. On parlait du capital sympathie tout à l'heure que les gens ont pour toi. Est-ce que toi, tu as un capital, tu as de la sympathie pour tes victimes quand en fait tu les arnaques tout le long? Est-ce que tu sais même à l'avance que tu vas les arnaquer? Est-ce que tu les apprécies ou tu es dans le jeu en fait tout le long? Tu parles d'avant. Ouais, bien sûr. Non. Les gens à l'époque que je tapais, c'était quand même des petits arrogants. C'était pas dans la simplicité. D'accord. Donc j'avais pas de. C'est aujourd'hui que j'ai plus d'empathie et entre guillemets de regret. C'est d'avoir fait des dommages collatéraux à des gens qui à la base m'avaient rien fait. Moi, ce qui m'emmerde au point de vue moral, il est là. C'est pas voilà. Ok. Comment, alors, toi, ou peut-être tu as connu certainement d'autres escrocs, Quelques-uns, ouais. est-ce qu'il y a un dénominateur commun des victimes, ou comment ils les choisissent? Non, je ne pense pas qu'il y ait des dénominateurs communs sur les victimes. Je pense que c'est l'opportunité qui fait. D'accord. J'ai eu des cas où tu croises le mec. Je me souviens d'une histoire où j'étais avec Mickey Rourke, j'étais au Plaza, à New York. Et Mickey, on vivait ensemble. Et je vois une baraque comme ça qui passe. Et il avait un stock dans son casque comme ça. Et je dis à Mickey, tu vois, lui, je vais le taper. Alors Mickey me dit, mais t'es dingue, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, lui, je vais le taper, tu vois. Donc je rentre, paf, on fait la connexion, je le rencontre, je discute avec lui et tout. Et à l'époque, j'avais la suite présidentielle au Plaza, qui était à 10 000 balles la nuit, donc j'étais en haut et tout. Alors je vais vous dire, la connexion intergalactique, hein, on m'a parlé du domaine un peu des quantiques. Il y a un ascenseur privé où il ne peut pas monter pour aller à la suite présidentielle, et je ne sais pas comment il fait, le mec arrive dans ma suite. Il arrive devant ma porte. J'ouvre la porte, je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, c'est privé ici. Il me dit, ah bon? Il discute avec moi, il s'appelait Ben. Il discute avec moi, je lui dis, vous voulez visiter? Il me fait oui. Il voit la suite donc présidentielle, le piano au-dessus. La connexion se fait. À la fin de l'histoire, je crois que j'ai pris 8 millions, un truc comme ça. Tu lui as vendu quoi? Non, on est parti. Lui, il avait une société de golf, 3D Golf. Sur Internet où il faisait des collections de golf au Japon, de partout où il jouait, tu payais, tu jouais en direct à l'époque. Il y avait ça à Orlando. On a fait 2-3 échanges, tac. Il voulait investir. On a commencé sur du cash. On avait un Lear 55, un jet, il venait en jet. À la fin, voilà. Ça me fait sourire parce que du coup, au Plaza, tu as fait une autre arnaque. Et les gars, ils viennent pas te voir s'ils savent que tu es là et qu'en fait, tu leur prends de l'argent. Non, mais après, alors moi j'étais pas l'escroc basique. J'ai rien contre de très bons escrocs, il y en a des très doués. Moi j'avais ce ressort aussi où j'étais pas le client facile, entre guillemets, que tu viennes voir. Et j'avais le ressort où j'étais j'étais assez courageux sur le domaine. C'est-à-dire que s'ils venaient me voir, je me serais défendu, j'étais équipé. C'est quoi justement un bon escroc du coup? Il n'y a pas de bon escroc. Un escroc, en général, c'est... Je peux pas dire... c'est antimoral de dire... Ah, un escroc compétent. Un escroc compétent, c'est celui qui est capable de prendre légèrement et de prendre fort en limitant la casse. Ok. J'ai une question. Ce serait quoi un
Je l'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai mon meilleur ami qui a 86 ans, il m'a connu, j'avais 9 ans, qui a un taiseux, qui est un mec qui vit à la campagne. Il est riche, il a de l'argent, mais aucun n'a pas du gain. C'est-à-dire que c'est un taiseux. Tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux venir le voir en disant écoute, tiens, tu pourrais faire ça, il n'est pas intéressé parce que c'est pas. Il n'y a pas le facteur bénéfique de dire je vais faire plus. Souvent, les gens entre guillemets, parce qu'il y a les fausses victimes aussi dans l'escroquerie. Il y a des gens qui veulent te faire. Moi, j'ai connu des gens qui, à la base, commençaient, mais ils voulaient m'enquiller. Lorsque je regardais leur histoire, je sentais que ça ne tenait pas. C'est l'arroseur arrosé. Parce que c'est toujours sur les mêmes ressorts, c'est de vouloir faire plus. Ils ne sont jamais contentés. Lorsque tu prends, par exemple, 10 millions à quelqu'un, tu pourrais te dire qu'une personne qui a 10 millions, même 5 ou 4, tu pourrais te dire que légitimement, elle est tranquille, elle est posée, elle a un avocat, bonjour, je vais regarder, elle pourrait être vigilante, elle pourrait demander, s'il y a un doute sur la personne, il y a 50 moyens de vérifier de ce qu'il est. Non. L'ego rentre, il a sa petite meuf ou son petit mec, ce que tu veux, elle est plus belle, la mienne est mieux. On en revient toujours au même ressort, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et c'est là que, s'ils étaient purement professionnels et honnêtes, tu décèles la personne. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Mais non, c'est-à-dire qu'à un moment, ils se disent, moi, c'est là où ils sont victimes. C'est qu'ils se surestiment et à la fois, ils sont intéressés par l'appât du gain constant. C'est de dire, je vais faire encore plus. C'est souvent ça. Et il y en a combien, je peux vous donner des exemples où des gars... on prend Madoff. Madoff, à un moment, il aurait pu arrêter la pyramide. À un moment, il aurait pu se dire, bon, voilà, j'ai coffré je ne sais pas combien. Mais non. C'était des soirées à plus en finir. Puis la démesure. Mais on peut trouver ça à d'autres niveaux. Chez les joueurs de foot, hein, j'ai rien contre le foot. Hein, il y a des mecs qui jouent très bien au foot, c'est très bien. Mais chez les joueurs de foot, ils partent dans des... mais pourquoi? C'est que de l'ego. Mais c'est très nietzschéen. L'ego est notre pire ennemi. S'il n'y a pas la répression de ça, on ne peut pas être bon. C'est la répression de cet ego qu'il faut absolument... Alors qu'un enfant, qu'il en est et qu'il veut le prouver, hein, il est naturel. Mais lorsqu'on est adulte et qu'on devient homme ou femme, il y a un moment, cet ego, il faut le répresser parce qu'il est destructeur. Et généralement, il ne t'apporte pas grand-chose. Que tu aies une envie et que tu aies un challenge vis-à-vis de toi-même en te disant je vais faire, c'est légitime. Mais il faut que ça soit toujours mesuré. Il ne faut pas que ça soit par une intention à l'autre ou de dire à l'autre je suis meilleur que toi, je vais faire plus et regarde-moi et regarde-moi et regarde-moi. Et le problème du pécunier et de l'argent en général, c'est que lorsqu'on a goûté, et ce que je dis, je me le suis dit à moi-même, quand tu es jeune, tu dis, bon, ben, je vais acheter une Ferrari, après je vais m'acheter une Bentley, bon d'accord, je vais me prendre un jet, bon d'accord. Et en fait, tu te rends compte que toi-même, tu rentres dans cette bulle où tu te dis, j'en ai jamais assez. Parce que tu peux trouver 50, tu peux avoir 20 montres, tu peux en avoir 21, mais tu ne vas pas porter 21 montres, tu ne vas pas conduire 21 voitures, tu ne vas pas vivre dans 5 maisons. Et c'est toujours sur ces mêmes ressorts. On n'est jamais l'insatisfaction permanente. En parlant d'égo, je ne sais pas si tu as remarqué. Est-ce que tu as remarqué que tu avais des flics sur le cul là, à Loula? Non, ça ne me dérange pas. Non, mais bon, voilà, il y a 3 jours, il y avait des flics qui t'ont checké ici à Etel. Ouais. Est-ce que tu prends ça comme une. Est-ce que c'est une fierté ou est-ce que c'est une honte ou est-ce que tu t'en bats les couilles? Non, je m'en bats les couilles. Moi, les filles, j'ai des potes qui sont coulés. Moi, la situation sociale des gens, ce qu'ils font, Non, mais le
fait que quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu es Je suis regardé. l'équivalent des RG, Ouais. checker un peu ce que tu fous là. Est-ce que c'est... Moi, non, ça te flatte? non, ça me flatte pas. Non. Ça m'indiffère, mais en plus, ils sont détectables. C'est pas des bons. Donc. C'était une scène assez drôle. Et ils étaient venus aussi la veille, ils sont venus 2 soirs. C'était assez drôle. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as des espèces de red flags à donner à des personnes pour qu'ils comprennent qu'ils sont peut-être en train d'entrer dans une arnaque? Des choses, ils disent ça c'est mauvais signe, ça... Bah, on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que les voyants rouges, l'affaire est trop bonne. La base, elle est là. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, bon, bah, écoutez, on va faire ça, on va faire... Hein, la question légitime serait, pourquoi tu as besoin de moi? Tu n'as pas besoin de moi. Tu peux le faire toi-même. Donc je pense que le red flag, c'est quand l'affaire sent trop bonne. Quand les gens sont ou dans le pressé, dans le rapide, ou de dire... ils sont dans le rush, à part quand c'est du très haut niveau. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre escroquerie et des vraies arnaques qui sont quasiment des affaires. C'est-à-dire qu'à un niveau, quand on part sur des ressorts à 6 chiffres et 10 ou 15 millions, si la personne elle arrive et qu'il y a des codes, une personne qui pèse du 10 millions un voyage en jet, il y a une addition qui arrive à 3-4 000 ou à 5 000 à les payer, tout le monde se bat pour la payer, il y a des codes. Donc là, à ce niveau-là, les gens sont sur le temps, sur la pérennité du temps. C'est-à-dire que cette arnaque, elle va mettre 8 mois, 1 an, c'est pas grave, c'est de l'investissement. Parce qu'à un moment, c'est là où tu vas taper. Mais ça, c'est quasiment une affaire. Sur des ressorts plus simples, sur des compagnies ou des sociétés qui s'engagent, si c'est rapide et que la personne elle est pressée, c'est tout de suite là que tu sens. Ouais. C'est instinctif. Mais après, il y a la personne qui ne veut pas voir. Il y a la personne qui est dans le déni, qui n'est pas en connexion avec soi-même. Donc elle s'en fiche, elle se dit, bon, il y a peut-être une vérité là-dedans, puis de toute façon, ça m'a l'air bien, voilà. Aujourd'hui, dans le système, il faut faire extrêmement attention, parce que la rapidité où ça peut être encaissé, décaissé dans différents pays, que ce soit Hong Kong, ça va très très vite aujourd'hui. L'arnaque ou l'escroquerie à l'état pur, c'est-à-dire ce qu'on appelait du one-to-one, avec un mec où tu lui prends en physique l'argent financier par un déroulement et un scénario ajusté, aujourd'hui, elle est plus comme ça. Aujourd'hui, votre époque est beaucoup plus révolutionnaire que la mienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je me mettais de nouveau à travailler dans le domaine où j'étais assez compétent, c'est un massacre. Voilà. C'est open bar. C'est quoi ton plus grand fait d'armes? Ton truc où vraiment tu te dis putain, là j'étais bon. Peut-être pas mon plus grand fait d'armes, mais celui qui m'a le plus... où je me suis dit, ça peut partir en cacahuète et je ne suis pas sûr que ça passe. C'était Wang. Parce que, en termes d'investissement, j'investis de l'argent, ça me coûte de l'argent. Ça te coûte combien à peu près? Ça a dû me coûter plus de 3-4 millions au départ. Ok. Tu peux nous réexpliquer Wang? Wang, c'est un Chinois. Je lui ai vendu un immeuble entre la 5e et la 59e. Je l'ai préparé. Je ne lui ai pas répondu pour quasiment 2 mois au téléphone. Il était à la croche, il vivait à Hong Kong. J'ai fait une société avec un changement de paddle où j'avais versé 10%. Tout ça, ça a été checké, bien évidemment, par eux. Et lui, il était à fond dessus.
Et à un moment, lorsque j'ai bien senti l'histoire et que j'ai senti qu'il fallait, parce que l'investissement commençait de plus en plus, j'ai pris 2 jets et je suis arrivé à Hong Kong et je l'ai tapé à Hong Kong. J'ai pris 17 en liquide. 17 millions, je crois. Il a vendu un immeuble qui lui appartenait pas. Ah, bien, oui. Voilà, c'est ça, J'aurais aimé qu'il m'appartienne. Ouais. C'est un peu tard pour ça, donc j'ai fait une colocation. Mais Je connais pas les détails, mais une question peut-être bête, mais lui, il vérifie pas un moment que tu es bien propriétaire de l'immeuble. Oui, mais aux États-Unis, à l'époque, le changement de title, c'est quand tu verses 10%. C'est pas comme chez nous. Donc à l'époque, quand tu versais 10%, le changement de la société, il passe en termes de propriété. Ça veut dire que la société, et c'est à la fin que le title est changé définitif. Donc à l'époque, c'était comme ça. C'est encore le cas. Donc lorsque lui vérifie, il se dit société au concours Inc. Escroc, il voit. Tu as réellement payé le. Donc tout est au vert. Et je vais te dire quelque chose d'encore plus simple. Est-ce que tu connais dans ton entourage beaucoup de gens qui arrivent avec 2 jets à 48 millions chacun? Tu n'as plus le questionnement de l'argent. il y a un vrai sujet là-dessus, on appelle ça un mécanisme de persuasion. Tu n'as plus de questionnement sur l'histoire. Tu ne te dis pas, voilà. Tu as fait beaucoup d'arnaques comme ça, où en fait tu as réussi à justement persuader quelqu'un sans dire un mot en réalité, juste en montrant des situations. Bah, Genre j'ai une Rolex, j'ai une Bentley. Rolex ou Bentley, c'était pas des. Tu peux pas aller à un haut niveau. Ouais, bien sûr. On n'a qu'à regarder aujourd'hui. Enfin, vous fonctionnez. Les amis que moi et David on a, ils ont voilà la jeunesse dorée devant nous là, qui bientôt prendront des jets pendant que nous on prendra encore un vol régulier. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a automatiquement, plus le games est haut, bien évidemment, c'est plus de la parlotte. Parce qu'à la fois, dans ce que tu dis à la personne, il y a de l'action. C'est-à-dire qu'il y a un concret. C'est là où l'escroquerie est intéressante et disons qu'elle est forte. C'est-à-dire que la personne qui te voit, elle ne peut pas douter. Mhm. Tu vois, tu ne dis pas, le mec c'est un mytho, il amène 2 J-Fort à 48 millions, même moi si je regarde l'histoire, mais l'histoire la plus sympathique, en tout cas la plus drôle, c'est lorsqu'il voit le 2e J-Fort, parce qu'on monte bien sûr dans la Rolls, et il me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est le personnel. Donc voilà. Mon ami qui est là-bas, il est en connexion tout de suite. Il comprend les ressorts. C'est une interconnexion. Il a porté plainte, donc je crois qu'il a pas. Non, le pauvre, il avait un accident d'hélicoptère. Alors, je vous rassure, j'ai rien à voir avec l'hélicoptère. Oui, il est décédé. Et voilà. Mais il a juste après quoi. Bah, non, le jour même. Non. Coupez la caméra, je n'adhère pas. Mais donc voilà, en fait, on peut créer, faire de l'argent, c'est pas une grande complication. Hein, faire de l'argent, c'est. Alors ça peut paraître pour la personne qui est au démarrage, mais à un certain moment, quand il y a un certain chiffre, l'argent est assez facile à faire. C'est pas, et on le voit, et là je rigole pas, on le voit dans la génération de ton âge, 20 ans, on voit puisqu'il vit à Dubaï, on voit des ressorts qui sont complètement... une personne concrète en affaires ou des gens que tu connais qui sont solides et sérieux, mais tu te dis, mais comment ils ont pu s'enquiller autant d'argent? Alors, on prend le cas de Nabila. Voilà. Tu dis c'est invraisemblable. Et pourtant, c'est factuel. Ils font des 300, 400, 500 par mois. Parce que la société, aujourd'hui, elle a changé. Elle est dans l'interaction rapide, consommation rapide. Je veux tout de suite. Et il n'y a plus ces barrières... je mets ma chemise avec une petite chemise Hermès, la petite chemise blanche, j'arrive à la banque avec le... Les gens, aujourd'hui, ils s'en tapent, regardez. Voilà. Tiens, voilà.
On est combien de personnes? Tous décontractés. On dit. On prend 10 ans en avant. Ça ne l'aurait pas fait. La conférence, elle était comment? Les gens étaient... Ouais. Donc, c'est facile, mais les vrais ressorts de l'escroquerie, elles sont toujours basées sur l'appât. La personne qui est en face veut plus. Elle est détectée comme ça. C'est-à-dire, ce qui est très dur à détecter dans les vrais escrocs, c'est sur le train de vie et sur l'argent quand ils sont en haut. Parce qu'on en revient, c'est quasiment des hommes d'affaires. Mmh. Et ils traitent ça comme des affaires. Ils ne traitent pas ça comme... ils ne sont pas en train de se dire... ils ne sont pas en train de courir en se disant, tiens, je vais me faire attraper dans 2 minutes. Alors, on a d'autres escrocs au gouvernement qu'on connaît, surtout dans notre cher pays qu'est la France. On avait Cahuzac qui a été condamné pour escroquerie. Lui, il était très fort et il voulait mettre tout le monde en prison sur les fraudes fiscales et il avait un compte à l'étranger. Il a pris 3 ans quand même. Il n'y avait pas une phobie administrative ou quelque chose? Ah non, c'est l'autre. Non, ouais. Tu as parlé d'escroc professionnel et moi je voulais dire, ça c'est moi personnellement, que c'est exactement comme ça que je t'ai défini auprès de mes relations quand ils me disaient mais comment ça se fait que t'es pote avec le rock? Et je leur ai dit mais en fait c'est un escroc professionnel, c'est son travail, c'est-à-dire que moi je lui dis c'est pas pour la caméra. Je ne crois pas connaître quelqu'un d'aussi honnête que Christophe. Sincèrement, c'est-à-dire que tu lui prêtes de l'argent, il prend, il n'a jamais escroqué. Si la serveuse oublie de rendre mal la monnaie, il va rendre la monnaie. Je ne sais pas comment dire, c'est un escroc qu'il a choisi comme métier d'être escroc. Mais c'est pas... Non mais c'est aujourd'hui. Non mais parce que c'est aujourd'hui. C'est ce que j'en reviens, c'est le changement de... C'est aujourd'hui. Si tu aurais pris il y a 20 ans à... Tu faisais ces petits trucs à te barrer sans payer, trucs comme ça? Non, c'était pas mon truc. Non, mais t'as déjà été un petit voleur. Non. Ah, je lui avais demandé. Ouais. Non, moi ça n'a jamais été... volé à l'étalage, genre un t-shirt. Non, c'était pas mon truc. Moi, jamais été... Non, c'était pas fait pour ça. Comment t'as fait pour, je disais, quand tu es riche, c'est plus facile, c'est genre, parce que voilà, tu peux trouver la force sociale, etc. Mais comment t'as fait pour les premières escroqueries? Comment tu fais pour le moment où tu vas aller? C'est l'instant, c'est l'instant, c'est comme je le disais, c'est l'opportunité qui fait. C'est l'opportunité. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, tu vas monter une société où tu vas prendre une démarche au départ, la personne y croit, elle donne. Pourquoi un investisseur va donner 5 et un autre va en donner 4? C'est l'opportunité qui fait. Et une fois que tu as acquis ce capital et que tu as cette rapidité, alors, peut-être mon cerveau était fait comme ça, je ne sais pas, hein, je ne suis pas... mais après, les rois sont simples. Après, c'est que de la préfabrication. Mais au même titre que les affaires légales sont comme ça. Quand tu montes une société, tu démarches à quelqu'un, tu lui dis, écoutez, je pense que ce projet, il est viable, regardez ce que j'apporte, donnez-moi un business plan. Et les gens, pourquoi un dit, ah ouais, ton histoire, elle me plaît bien, tiens, l'attends. C'est de la préfabrication. Voilà. Alors, après, c'est à haut niveau, bon, ça devient artistique. Hein. Il y a un niveau où, voilà. Tu te prenais pour un artiste? D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça un con artiste, pas un scammer ou un arnaqueur. Est-ce que toi, la France, elle est beaucoup plus virulente, parce que la France, elle ne supporte pas, elle est toujours dans l'éthique et la critique. Il y a une forme d'art. Arriver à un certain niveau, et c'est pas... on pourrait dire que, voilà, il y a le Modigliani de l'escroquerie et le Picasso de l'escroquerie. Il y en a qui sont bons, et il y en a qui ne sont pas bons. Sur un temps, au moins, tu es tout seul ou tu as une équipe avec toi? Non, c'est tout seul, moi. J'ai le garde du corps qui repart avec les valises. Est-ce qu'il y a des stratégies pour faire rattraper? Parce que quand j'entends je n'ai jamais volé un t-shirt, je n'ai pas salarié, je me dis, moi si j'étais à ta place, je me dirais, je n'ai pas envie de me faire voler pour ça, parce que peut-être que je vais garder un peu plus bas sur des trucs simples. Est-ce qu'il y a des stratégies pour faire rattraper? Par exemple, Non, je pense qu'il y a un moment, alors ça je l'ai compris, parce que je pense qu'il y a un moment,
si tu tapes réellement, enfin, entre guillemets, tu fais des sommes en millions, il y a un moment, non seulement ces gens ont des ressorts légaux, et puis à un moment moi je savais qu'à un moment, on allait passer à l'addition. Tu peux pas. Après, c'est combien c'était et ce que tu allais en faire sur l'après. Mais moi, je savais que le milieu carcéral m'attendait, qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas. À un certain niveau, c'est trop. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les faits divers d'aujourd'hui dans ce domaine, et c'est très à la mode sur Netflix, les escroqueries. Ouais. Peu importe le niveau, quand c'est en haut, tu ne peux pas y échapper. Si tu sens que Raphaël, ton fils, vers 18-19 ans, tu sens qu'il a envie de faire comme toi, qu'est-ce que tu dis? On aura un problème. Non, mais sérieux, tu as pensé? Non. Je fais en sorte qu'il parte vers d'autres horizons et d'autres pensées. Mais non, c'est une question légitime. Je crois qu'à ce moment-là, moi et mon fils, on aura un problème. Enfin, en tout cas, on aura une conversation, et je pense que même si je serais vieux par rapport à lui, je lui donnerai un autre sort qu'il faudra qu'il comprenne qu'il ne peut pas s'engager dans cette voie. Christophe, j'ai une question peut-être un petit peu naïve, mais... non, toi, ça m'étonne. Ah ouais, ou pas. Et je me pose la question, j'ai cette image avec les sacs et 17 millions, et je me dis comment est-ce qu'après on fait pour réinjecter ça et utiliser ça, parce que je vois l'époque d'aujourd'hui, pour peu que tu tires 1000, 5000 euros, Ouais. comment ça te pose? Et là, on parle de deux époques complètement différentes, et on parle... c'est toujours un peu risible quand les gens ils te disent toujours... alors, pas dans ton cas, hein, c'est toujours un peu risible quand les gens te disent comment on reblanchit, ou comment on va... la réinjection de l'argent, c'est une des choses les plus simples du monde. En fait, ma question pour aller au bout, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression qu'à ton époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant? Bah déjà, à mon époque, tout était plus facile, puisque à mon époque, on n'était pas connectés comme vous l'êtes. Donc, ce n'était pas les mêmes connexions. Aujourd'hui, ce que j'ai fait à l'époque est infaisable. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est aussi aujourd'hui aussi légendaire, d'ailleurs. C'est qu'il n'y aura pas d'après. Donc, j'ai bénéficié de deux facteurs, y compris la chance. Mais je suis pas d'accord, moi aujourd'hui tu peux arnaquer beaucoup plus facilement. Non. Aujourd'hui un type comme toi, s'il avait Insta et tout... Non, mais aujourd'hui, alors, David, aujourd'hui, bonjour Christophe, je m'appelle David. Ouais, d'accord, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Oui, je fais des affaires, très bien. C'est quoi ton nom? D'accord, bon. Bon, David, on se recapte, il n'y a pas de problème. Google, 2 minutes, tu as déjà les profils, tu regardes. Tu sais, quand on tape escroc, il y a ton nom qui ressort direct. Voilà, merci c'est magnifique. de me faire autant d'honneur. Non, mais c'est magnifique. Je ne savais pas que j'existais dans ce domaine. Ah, mais... Voilà. Mais donc, pour en revenir, c'est qu'aujourd'hui, en 2-2, est-ce que la plupart des gens font? Regarde, tu prends soirée libertine, tu regardes soirée libertine, ils te donnent toutes les soirées libertines. Aujourd'hui, on peut profiler quelqu'un en 2-2. C'est beaucoup. À notre époque, il n'y avait pas ça. Mais personne ne fait cet effort. Non, mais pas simplement, c'est qu'à notre époque... Tu peux écrire ce que tu veux sur Internet. Bien sûr. Tu peux te faire la fiche. Tu peux refabriquer, mais la généralité, elle est là. Et pas simplement celle-ci. Aujourd'hui, quelqu'un, il appelle le Paul Phi, bonjour, voilà, je voudrais savoir. Hein. Mais il y a 50 ressorts qu'à notre époque, et il faut se souvenir qu'on parle de l'Amérique, on ne parle pas de l'Europe. Donc à cette époque en Amérique, l'histoire, elle n'est pas du tout la même. Les gens ont de l'argent, c'est le pump and up, et il n'y a pas ces critères. On est entre guillemets, dans la vraie vie. On n'est pas mais aujourd'hui, on est trop connectés, interconnectés. C'est extrêmement devenu plus compliqué. D'ailleurs, si on regarde même, la voyoucratie a changé de forme, et si on regarde la police a changé de forme. Regarde aujourd'hui ce qui est... Aujourd'hui, à notre époque, les voyous, nous,
on prenait les voitures, on regardait toujours dans le rétro. Aujourd'hui, la police, elle te met une petite balise qui est grande comme ça, elle te le met dans ton réservoir d'essence, elle t'insonorise ta voiture, elle te met un box chez toi et elle écoute. Voilà. Et elle te suit où tu vas. Tu peux aller où tu veux, tiens. Ben, toi, tu te dis, tiens, je les ai pas au cul. Non, tu les as avec toi. Le cancer, il est chez toi. C'est tout. On en est là aujourd'hui. Il y a un livre qui est très connu et très lu en France, en tout cas dans ce milieu des infopreneurs, donc des entrepreneurs qui vendent de l'information, qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. C'est un livre où en fait Robert Cialdini il liste tous les principes d'influence et de manipulation. Je vais t'en citer quelques-uns et l'idée c'est de savoir si pour toi ça a été des principes que tu as utilisés très fortement pour persuader quelqu'un et si tu as envie justement d'étayer avec des exemples à travers ton parcours. Par exemple la sympathie, le fait d'être sympa. Est-ce que c'est quelque chose tu penses? Parce que moi j'ai lu tous les gens et comme l'a dit David, tout le monde disait c'est le gars le plus sympa que j'ai rencontré de ma vie, quoi. Non, moi je crois que je suis d'une nature gentille et sympa. Moi je ne suis pas d'une nature véhémente. Moi j'aime pas, on en parlait avec David, moi j'aime pas le côté prédation et le côté violent. La violence, pour moi, est rédhibitoire et elle n'est pas agréable, elle n'apporte rien. Si maintenant il faut l'être dans des cas de circonstances, bien évidemment. Mais non, je m'en suis jamais. Je suis ce que je suis. On en revient. Tu forçais pas ta nature. Est-ce que, par exemple, sur le principe de similarité, tu t'es inventé des points communs avec des gens pour réussir à les convaincre? Moi, j'avais lu cette histoire de quand tu rencontrais des gars juifs, par exemple, tu portais un Rai ou une Magen David. Oui, tout à fait. Tu le faisais très souvent Non, c'était cas par cas, mais il faut s'identifier, bien évidemment, à un moment. Il faut que ça soit en corrélation avec qui tu côtoies et ce que tu fais. Et il y a un principe que tu utilisais très souvent, qui était le principe du coup d'autorité en prenant des noms de personnes connues. Ça, pour toi, c'était un des meilleurs ressorts pour arnaquer des personnes? C'est-à-dire que c'est le meilleur ressort, sans doute. On en revient à la crédibilité. Et c'est pour ça que je te disais, si aujourd'hui je travaillais, parce que je les connais, donc je ferais un massacre. Aujourd'hui, ça serait du pain béni. Donc, s'il te plaît, ne me tente pas. Ok. Du coup, est-ce que tu utilisais aussi le principe de rareté? Tout simplement de proposer une offre qui semble être unique où tu es le seul à l'avoir, comme le building avec Wang, par exemple? Non, ça, c'est l'opportunité qu'il crée et ce qu'il a besoin sur le moment. Donc, non, il n'y a pas... Mais là, on parle de petites escroqueries, ce que tu me parles. On en revient à ce que je te disais, je vais me répéter, c'est qu'à un certain niveau, tout ce gap-là, il ne rentre pas en ligne de compte. D'accord. Le gap de base, et le détecteur d'ailleurs, pour en général quelqu'un qui se ferait escroquer, c'est ou l'appât du gain, ou le profit du gain est trop important. C'est simple. Quand quelqu'un te dit, bon voilà, écoute... tu vas gagner tous les mois 200 ou 300 000 euros, automatiquement et légitimement, si tu es normal, tu te dis, mais d'accord, et comment? Et sur 3 personnes, il va y avoir un facteur, une personne qui va dire, ah oui, ça m'intéresse, et c'est fini. Elle est dans l'ancrage de la victime parce que les 2 paramètres, les écoutilles, elle les a fermés. Ok. Est-ce que tu utilisais un autre principe qui est alors la technique du pied dans la porte, cohérence dans l'engagement? C'est que dans l'arnaque, il y avait des petites arnaques pour toujours en fait être sûr que tu le fasses monter crescendo. Du genre, je vais lui prendre 1000, puis 2000, puis 100 000, puis 1 million, pour qu'il soit le plus engagé possible. Non, moi j'ai toujours cru qu'il fallait taper fort et gros. Ok. Moi je ne crois pas en 1000, 2000 ou... non. Ça s'est fait naturellement, enfin t'as pas fait de formation ou... Non mais je suis en train de t'en donner une, donc voilà, la formation tu es en train de l'apprendre là. Donc, voilà. CPF, ouais. Donc voilà.
Je crois que Gaston, il veut vraiment savoir comment tu as blanchi l'argent et si tu peux l'aider à blanchir. Les kebabs, les kebabs. Heureusement qu'on est ici, parce qu'on aura le pôle financier à la porte. Gaston, il a une autre question qu'il n'ose pas poser. Oui. Si on se fait arnaquer, comment digérer en fait? Comment passer après? Ah bah, Ça lui est pas arrivé. non, c'est une bonne question. Après, je pense que c'est intergalactique, il faut se connecter. Moi, je suis dans les champs quantiques, l'ouverture. Il faut être aware pour ça. J'avais des questions sur des arnaques connues, savoir ce que tu en penses. Par exemple, les arnaques des panneaux solaires, trucs comme ça, c'est un truc que tu aurais fait? Non, parce que c'est pas... En termes pécuniaires et financiers, c'est pas... Je pense que quoi qu'on fasse dans la vie, il faut le faire... Il faut se donner au moins la légitimité d'y croire. C'est-à-dire de se dire, voilà, c'est là. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, c'est pas être condescendant. Hein. Moi, j'ai le respect de la femme de ménage, de la personne qui travaille pour 1000 balles ou 2000 balles. Mais si tu choisis un parcours chaotique ou un parcours en dehors des chemins cloutés, je pense qu'il faut prendre en haut. C'est ce que toujours la vision que j'ai eue. Et je pense que même dans les affaires aujourd'hui, ou que ce soit dans ce que vous faites, on doit toujours avoir le level tout en haut. L'arnaque du quota carbone. La taxe carbone? La taxe carbone, ouais. Une des plus belles arnaques à la base, tragédie à la fin. Est-ce qu'il y a une arnaque que tu as vue, que tu aurais aimé faire? Je viens de te répondre. Ok. Ok. On parle de toutes celles que tu as réussies. Est-ce qu'en fait, il y en a plein que tu n'as pas du tout réussi? Est-ce que c'est comme en vente, tu vois, tu as 100 appels, tu en fais 10? Il y en a, au lieu de prendre... c'était juste une équation de montant. Il y en a, au lieu de prendre 2, je prenais 500. C'était... Voilà. Au lieu de prendre... le potentiel que je visais n'était pas à la hauteur. Mais bon, voilà, c'était... Mais c'est pas de l'échec, de toute façon, c'est... Il faut se dire quand même, ce qui est assez extraordinaire dans ce ressort-là, c'est que tu pars d'absolument de rien. On part d'un verbal et de zéro. Et donc, je vais vous donner un exemple. Vous travaillez. Voilà. Nous, on partait de rien. Il n'y a rien. C'est du vent. Donc, on fait avec du vent, que tu prends 500. C'est que du bénéfice. Donc, voilà, c'est... Mais l'idée Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échec, puisqu'à la base... Ouais, je comprends. Tu es à zéro, tu peux rester qu'à zéro. Non, tu es à zéro et tu ne fais que du profit, quoi qu'il arrive. Que ça soit 200, 500, 300, 400, 600. C'est du profit. Ce n'est pas de l'investissement comme vous faites, temps, argent, travail. Donc, quoi qu'il arrive, c'était... Il n'y a pas d'échec dans ce domaine. Et du coup, qu'est-ce qui peut freiner justement... L'échec, ça peut être la tôle à la fin, si vous n'êtes pas bon. Ce qui a été mon cas. C'est que j'ai été mauvais pour faire 12 ans. Qu'est-ce qui peut freiner à me donner un arnaqueur, justement? Comment? Qu'est-ce qui peut freiner un arnaqueur à me donner? Alors, je pense que... Alors, et qu'est-ce qui a pu te freiner, peut-être? On pourrait voir les choses un peu différemment. Enfin, je pense qu'en nous, en chacun, on a ce soupçon de... Alors vous allez me dire, mais non, moi je suis une personne honnête, non, ça ne me viendrait pas l'idée. Mais on aime prendre avantage de quelque chose. On aime avoir le ressort de se dire, est-ce que là, je ne vais pas pouvoir lui prendre un peu plus? C'est le début de l'escroquerie. Alors elle est légale, elle a un niveau, mais on a ce ressort. Ce qui fait la différence entre les escrocs professionnels, c'est que c'est leur métier au quotidien. Mais on est tous basés sur des ressorts. C'est comme l'honnêteté, la particularité des gens qui adorent juger les autres ou se targuer ou de dire moi je suis une personne honnête. Mais tu es une personne honnête jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle valeur? En quelle équation? Jusqu'à où tu prétends ton honnêteté et ton intégrité? Allez où?
C'est comme le mec qui dit, moi je suis un courageux, jusqu'à quel ressort tu vas pas casser? Je pense que globalement, au final, chacun a sa Je limite, pense quoi. que globalement, on essaie chacun de tirer son épingle. Mais je l'ai dit et je le redis, en aucun cas j'ai une fierté de ce que j'ai fait ou que je pense que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai choisi un chemin, je l'ai assumé et je l'ai consommé. C'est tout ce que je sais. Ça, c'est clair et voilà. Mais j'ai aucune fierté à ça, j'ai aucun plaisir à me dire voilà j'étais bon, voilà. Parce que quelque part, dans le bon de ce que j'ai été, j'étais un échec, puisque quand on passe 12 ans dans un milieu carcéral, oui, j'ai fait de l'argent, mais j'ai surtout passé 12 ans. Tu as même fait de l'argent en milieu carcéral. On ne parle pas de petites blagues. Non, mais alors, on va résumer, puisqu'il a ouvert le champ quantique, je suis obligé de le refermer. Ouais. Vous vous rappelez tous de l'histoire des 52 kilos de cocaïne à Paris qui sont partis du 36 quai des Orfèvres. Est-ce que ça vous parle? Oui. C'est normal, tu n'es pas connecté aux policiers, donc c'est normal. Donc, je vous résume l'histoire un peu rapidement, vous pourrez la regarder, ça vous fera marrer jusqu'à une moyenne, mais bon. C'était un policier qui était au 36 quai des Orfèvres à Paris. Donc, le 36 quai des Orfèvres, c'est l'institution judiciaire et policière française. Et donc, il y avait 52 kilos de cocaïne. Ça représente un petit peu de, oui, ça représente un peu de neige. Donc, il y avait 52 kilos de cocaïne. Et ce soi-disant ingénieux policier a décidé de prendre les 52 kilos de cocaïne et de les vendre. Vous me dites, jusqu'à là, il y a un petit problème. Comment... Il a sorti donc des 52 kilos du 36 quai des Orfèvres et ça a été vendu. Alors, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que, bon, alors, je ne suis pas juge, mais il a été condamné. C'est qu'effectivement, il a été reconnu coupable d'avoir sorti les 52 kilos. Mais regardez, on va revenir à un facteur qui est intéressant d'ailleurs. Bravo David, on est en corrélation là. C'est que sa vie s'est jouée à 24 heures. Et je vais vous dire pourquoi. Il y avait 90 jours de bande magnétique enregistrée. Vous savez que c'est le délai légal des 90 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 90 jours, les bandes sont effacées. Que ce soit judiciaire, rien. Ils les effacent sous 90 jours. 89e jour, il y a un stagiaire qui vient au 36 quai des Orfèvres, qui vient faire son stage de policier, donc dans les stupes. Et ce jeune policier demande à voir la chambre des scellés. La chambre des scellés, c'est là où on scelle tous les produits narcotiques, hashish, avant d'être un incinérateur et être brûlé par les douanes et les policiers présents. Le haut gradé, très content de montrer à ce jeune futur policier des stupes cette fameuse prise de 52 kilos, ouvre la porte, il n'y a plus de 52 kilos. Donc, j'en rigole parce que c'en est drôle, mais c'est à la fois dramatique. Ce jeune policier qui aurait été stagiaire serait venu une journée après. Il n'y aurait jamais eu de bande. Ce policier qui a été condamné, qui a fait 8 ans de prison, n'aurait pas fait 8 ans de prison. Et les 52 kilos, le reste partait à l'incinérateur. Donc, cette histoire a été couverte et il aurait vendu. Et personne n'aurait connu cette histoire. Donc voilà. Et bon, moi, alors, je sais où David va venir, je vais l'épauler dans sa démarche, parce que je sais qu'il a une certaine érection par rapport à ces histoires. Donc, et je ne reviens pas dans le côté libertin, là. Je ne reviens pas, je garde ça pour moi. Mais donc, pour en arriver, c'est que moi, je suis dans l'histoire du pôle Phi avec le préfet Proutot et Bernard Petit, qui est le patron de la police française, Kofi Amiam, préfet Leleu, et un notaire et un avocat. Et donc, je me retrouve au pôle financier. Donc, je suis suspecté à l'époque. Alors, je vous parle d'une affaire qui a 10 ans, hein, mais qui est passée juste dernièrement, il y a 3 mois de ça.
Donc je suis suspecté de fraude fiscale, blanchiment d'argent, profession de banquier sans titre. Alors un escroc qui devient banquier, j'en connais pas beaucoup. Alors j'avais dit au juge avec humour, j'ai dit quand j'en prête, on va me mettre en tôle, quand j'en pique, on va me mettre en tôle, il faut continuer à en piquer. Alors, ça c'est une petite parenthèse. Et donc je tombe sur un juge d'instruction qui était très bien au pôle financier. Donc le pôle financier, c'est là où Sarkozy va, ou Cahuzac, enfin c'est les hauts délits financiers de l'État français. Ils ont créé un petit pôle pour les animaux comme nous, ils veulent les préserver. Alors c'est des grosses cautions, voilà. Et donc il me dit, monsieur Rocancourt, je suis désolé, mais je vais vous envoyer en détention parce que vous avez le bras comme ça, vous connaissez, on ne peut pas vous laisser, mais vous sortirez dans 4 mois, mais je vous mets en détention. Tout le monde sort sous caution. Alors on parle où il n'y a pas de victime, hein. Profession de banquier sans titre, parce que j'ai prêté de l'argent. Fraude fiscale, elle n'est pas encore avérée, puisque je ne suis pas passé au jugement. Et le blanchiment, il n'est pas avéré. D'ailleurs, 10 ans après, je suis relaxé du blanchiment d'argent, de la fraude fiscale, mais il me garde la profession de banquier. Au concours, il faut l'accrocher avec un titre. On ne peut pas le laisser comme ça. 10 ans après, vous regardez, il y a... C'était en décembre, non? Décembre. Ouais. On a tous été... et trafic d'influence, parce qu'il y avait le patron de la police française. Donc ça veut dire qu'on a été en taux sur un délit, après qu'on est relaxé 10 ans après. Mais là où c'est intéressant, donc j'arrive dans la cour d'isolement, et ils mettent certains détenus, puisque ce qu'ils appellent les high profile, donc ce que, entre guillemets, on appelle aujourd'hui les quartiers VIP, bon, enfin ça c'est encore des noms à la française, ils les mettent en corrélation avec des détenus qui sont semblables, parce qu'on ne peut pas être avec énormément de policiers. Et le directeur de Fleury-Mérogis, qui est sans doute un génie méconnu, décide de mettre ce policier avec Rocancourt dans la même cour de promenade. Mais c'est ça qui me fait rire. Non, mais... flic, ça veut dire à 24 heures près, il se fait serrer et il tombe avec le seul mec à qui il peut parler. C'est le roc, dans une cour où ils sont que 2 pendant 4 mois. Et lui, il est au courant qu'il y a 2 ailes sur 52 kg de cocaïne. Ça veut dire le mec est sûr qu'il est mort, quoi. Mais non, ça s'est bien terminé. C'est bien terminé. Ne soyons pas hâtifs. Ça s'est bien terminé. Et donc j'arrive dans la cour de promenade et fort de lui-même, il me dit Jonathan Guyot, l'histoire de la cocaïne, c'est moi. D'accord. Il dit, moi, je suis Christophe Rocancourt. Oui, je sais quitter. Petite promenade. Comme j'aime parfaire mon éducation, je me renseigne sur les écoutes téléphoniques. J'ai toujours aimé les écoutes téléphoniques. J'aime savoir comment ça fonctionne. Je me dis, quelle opportunité d'avoir un mec qui est au 36, on va étudier. Donc je lui dis, alors parle-moi des écoutes. Et moi, je pars sur un bon sentiment à la base. Et on parle. Bon, il me dit, ouais, non. Alors, il me clame son innocence. Et comme je ne suis ni juge, je crois à son innocence. Maintenant que le tribunal l'ait condamné, c'est autre chose. Et je me retrouve dans l'histoire avec ce Jonathan Guyot qui un jour me dit, voilà, j'ai de l'oseille à récupérer, est-ce que tu pourrais me le récupérer? Je dis oui, mais je dis, c'est quoi les... Il me dit 50-50. Moi, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et je dis, il ne faut pas parler au parloir, il faut rester tranquille. Oui, mais comme lui est policier, excusez-moi de le dire, et je ne le dis pas avec éloge, comme moi je suis voyou, on n'a pas les mêmes ressorts. C'est-à-dire que le policier ne peut pas s'empêcher de faire des conneries qu'il n'aurait jamais dû faire, qu'un voyou ne fera pas. Donc moi je vais au parloir, j'ai mon ami qui me vient au parloir, notre ami commun d'ailleurs, on taira le nom parce qu'il pourrait en prendre une gloire. Voilà, coupez la caméra. Non. Et donc mon ami vient me voir, je lui parle à l'oreille, je lui dis, écoute, tu vas aller à tel endroit, tu n'amènes pas de téléphone, tu n'amènes pas de voiture, il y a quelqu'un qui va te donner rendez-vous, tu le suis, il va te remettre quelque chose, et tu reviens en parloir me dire qu'il t'a bien remis la chose. Mais moi je lui dis à l'oreille, parce que mon parloir,
en étant Christophe Rocancourt, il est insonorisé. On le sait il veut savoir ce que je discute, puisque je suis dans une affaire du pôle FI avec préfet et ministre. Premier parloir de Jonathan Guyot, ex-policier du 36 quai des Orfèvres, dit à sa femme, alors ce que je vous dis c'est sur PV, hein, j'ai écrit un bouquin, donc on peut retrouver l'histoire. Hein. Dit à sa femme, écoute, tu t'inquiètes pas, Rocancourt va me récupérer l'argent. Les emmerdes commencent. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais attends. Mais au moins, vous vous êtes déplacé, vous allez vous fendre la gueule. Parce que l'histoire, elle n'est pas finie. Et donc, il dit, donc, la personne qui vient me voir fait le taf, rendez-vous, récupère, je revois au parloir, me parle à l'oreille, c'est fait. Bon, je me dis, on est bien, ça respire. 4 mois de détention avec un petit pactole comme ça, j'ai pas été au moins en tôle pour rien, je me suis distrait. Ça représente combien? Ok. J'ai été condamné de détournement de scellé, il y avait 250 000 balles, voilà. Donc c'est de notoriété publique, il y a les PV, donc j'en parle, parce que vous savez que sinon j'en parlerai pas. Je ne suis pas d'une nature à parler des choses qui... Voilà. Et je vais la finir, ne sois pas impatient. Donc, je suis donc en train de regarder ma petite télé dans ma cellule, avec mon chiotte sur le côté. Tout se passe bien, je me dis, bon, je me mets à penser, me dire, moi, tiens, ces 4 mois, je les ai bien amortis. Tout d'un coup, crac, crac, crac. Je regarde l'heure. Normalement, les cellules sont fermées, on ne les rouvre plus. Directeur, sous-directeur, 8 matons. Je vois 2 petits bonhommes arriver. Bonjour, monsieur Rocancourt. Le GIRS. Alors le GIRS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui s'occupent du grand banditisme. C'est des équipes très spécialisées dans la voyoucratie à haut niveau. Et il me dit, Gachon-Gervilliers, j'ai les instructions du GIRS, perquisition, trafic de stupéfiants à l'international sur les 52 kilos de cocaïne. Alors, comme j'ai toujours de l'humour, je lui ai dit, écoutez, vous tombez bien, les 52, ils sont là. C'est un tout petit frigo qui est comme ça. Le directeur de la tôle rigole, tout le monde rigole, mais je suis un peu tendu de l'élastique quand même, mais bon. Je me dis quand même, bon, voilà, l'histoire, elle est là. Bon. Alors, j'ai dit, non. Et tout le monde est stupéfait, parce que les matons ne sont pas au courant, je suis prêt à sortir. Ça, c'est 2 jours avant que mon mandat de dépôt du pôle financier s'expire. Donc, je suis sur la sortie. Il nous amène à l'IGPN, puisqu'il était policier, donc on va à l'IGPN, à la police des polices. Moi, je fais ma garde à vue, monsieur j'ai dit, écoutez, moi, je ne sais même pas de quoi vous me parlez, vous me faites faire mes 48 heures de garde à vue, j'ai rien à vous dire, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Bon, ils sont aguerris à moi, ils savent mon papier, donc ils ne cherchent pas, petit verre d'eau, je ne mange pas, j'attends que la garde à vue se passe. Et à un moment, on se retrouve chez Gachon-Gervilliers, puis avant ça, on a une confrontation avec le flic. Il me dit, monsieur Rocancourt, on sait que vous ne parlez pas, mais on va faire simple. On va vous faire écouter. Et là, j'entends. Ah, j'ai dit, oui, il doit être fou. Il est fou, je pense qu'il est fou. Il est fou. J'ai dit, est-ce que moi, vous avez ma voix? Est-ce que vous avez entendu sur quoi que ce soit? Non. Ben, j'ai dit, il est fou. Il a pensé. J'ai dit, vous avez trouvé de l'argent? J'ai dit, je suis en tôle. Alors, j'ai pas pris un Uber pour aller chercher l'argent, quand même. Et donc, ils me mettent quand même le mandat de dépôt. Donc, mandat de dépôt de 2 ans, criminel, qui est un mandat de dépôt quand même important. Alors, c'était à 48 heures de l'acquis. J'ai un 48 heures de l'acquis. Alors, mon avocat est là. Et mais l'histoire, c'est la tristesse de l'humain. À celui que j'avais dit,
de venir sans téléphone et sans voiture. Il est venu avec son téléphone allumé et avec une voiture, avec sa plaque. Comme ça, on a gagné le jackpot. Alors la connerie humaine, elle a des ressorts que des monstres, ça nous échappe un peu. Hein. Vous êtes toujours potes? Oui. Ok. Parce que c'est pas un voyou à la base. Moi j'ai l'indulgence, quand t'es un voyou, t'as pas le droit à l'excuse, mais quand t'es pas un voyou. Oui, il l'a fait par amitié. Il l'a fait par Il l'a fait vraiment, enfin, Oui, il oui. l'a fait par amitié. Mais il avait vraiment pas les ressorts. On n'était pas bon. On n'était pas aware, comme dirait GVC. Et donc, je me prends ce mandat de dépôt. Donc, la fin de l'histoire, je vais vous la dire et je vais vous faire gagner du temps. Je me suis retrouvé devant le tribunal. Alors, je suis sorti quand même 4 jours après, mais avec ce qu'on appelle la trique autrefois, 2 pointages par jour au GIR, interdiction de quitter la ville de Rouen, pour ceux qui connaissent Rouen, voilà, et je ne pouvais pas sortir. J'avais un pointage le matin, un pointage le soir, par le GIRS. Donc on a commencé comme ça les hostilités. Je me suis retrouvé 2 ans après devant le tribunal correctionnel, où je n'ai pas été, mais mon avocat y a été. Le procureur demandait la relaxe. J'ai été condamné à 10 000 € pour détournement de scellé. Alors mon avocat avait dit au président, mais il faudra quand même nous expliquer. Monsieur Rocancourt est incarcéré à Fleury-Mérogis, il est en cellule. La preuve, elle est où? Qui a été chercher l'argent dans le lac? Parce que c'est dans un lac que l'argent était. C'est merveilleux. Planquer l'argent dans un lac, c'est vrai. C'est une réalité. Ce que je vous dis, vous le retracez, ils ont envoyé les hommes grenouilles. Il n'y avait plus rien. Mais ils ont envoyé les hommes grenouilles. Et donc j'ai été condamné à 10 000 € pour détournement de scellé. Le pauvre policier, lui, a été condamné à 8 ans de prison. Pauvre policier, enfin, le policier a été condamné à 8 ans de prison. Voilà. J'ai répondu à David Bormann qui est ici, parce qu'il se faisait un plaisir de dire que même en prison, mon activité professionnelle du temps continuait. Ce qui n'était pas le cas. Mais bon, voilà, j'ai répondu à... Voilà. Vous êtes fendu la gueule un peu, ça vous fait du bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu as l'air vachement conscient de tout ça. C'est à souhaiter. Ma question maintenant, c'est est-ce que tu es épanoui dans ce moment-là ou quels sont tes objectifs, quelle est ton intention dans cette vie-là maintenant? Alors, à la première question, est-ce que je suis épanoui là, présentement? Non, dans la vie. Je suis bien, je suis au top. Je suis là où je dois être. Okay. Là, aujourd'hui, hein. Là, je suis là où je dois être. Je suis bien. Voilà. Et la deuxième, c'était est-ce que tu as des intentions des objectifs du temps que tu as à disposition? C'est à Dieu que ça appartient, ce temps-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il me rappellera, mais... Je veux dire, c'est des objectifs particuliers. J'aimerais te dire, alors c'est sans doute le jeune âge entre toi et moi, je crois que j'ai déjà fait un parcours de vie en tant qu'homme et en tant que personne qui est déjà bien rempli. J'ai fait je crois que ma vie est bien remplie, mais en tout cas mes objectifs aujourd'hui sont plutôt d'ordre moral et de conscience par rapport où je m'en vais, et de conscience morale par rapport à la vie que j'ai donnée, c'est-à-dire mes enfants et la continuité à faire des choses constructives et surtout ne pas prendre l'exemple du père. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Le père était mauvais, les enfants seront meilleurs. Tu te consacres à cette transmission avec tes enfants, c'est ça? Pas que ça, mais disons que ma priorité aujourd'hui, humainement, et la personne que je suis, moi, ce qui me fait vibrer mon bâton de vieillesse, ce sont mes enfants. Alors je m'amuse toujours à faire des choses que j'aime l'art, j'aime voyager, et j'ai cette chance de pouvoir le faire, mais mon objectif principal dans ma vie d'homme, c'est de régler mes comptes avec moi-même et de transmettre à mes enfants une continuité sur quelque chose de... Nous, on appelle ça l'Ifrancfroid.
Une dernière question. Après je t'arrive. Hein. Je ne faut pas rien, après on y va. On va arrêter. C'est mieux, on coupe. Non, vas-y. Tu sais, j'imagine que tu rencontres quelqu'un, tu commences à voir qu'il y a un truc, donc non, tu dis ok, là je le fais, et là tu as une fenêtre d'action qui s'ouvre où il faut bombarder, il faut aller vite, fort, et que ça se passe bien. Moi, ma question, c'est que tu sais, nous, dans la vente, quand on prend quelqu'un au téléphone, on a une trame d'appel qui est très précise avec des différentes étapes. Est-ce que toi, à l'instant où tu te dis ok, lui c'est bon, je le fume, je me le mets sur la scène? Mais je le fume pas, mais. Peu importe. Ouais. Ah si, c'est en termes de peine que ça change, je sais pas. Ouais. Est-ce que tu dis, ok, j'ai deux étapes, enfin, j'ai ces différentes étapes par lesquelles je passe, qui me garantissent, ou qui en tout cas, tu vois, me donnent une plus grosse chance de succès sur le sujet? Non. C'est uniquement... C'est offert à l'instant. Mais on en revient au ressort de la persuasion et de la manipulation. J'aimerais dire un truc par rapport à ça. Nous sommes tous manipulateurs. Je pèse mes mots. Nous sommes tous manipulateurs. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, que ce soit... Alors on va prendre dans un rapport sentimental, dans un rapport de séduction. Est-ce qu'on dit, lorsqu'on rencontre une femme ou un homme, peu importe, on ne va pas rentrer dans le... Est-ce qu'on lui dit, écoute, bonjour mademoiselle, je vous trouve très sympathique, on pourrait éventuellement prendre un verre? Le ressort de la séduction et du départ de la manipulation, il commence là. Parce que le rapport réel, si on n'était pas dans la manipulation, ça serait de dire, écoute, je vais être franc avec toi, j'ai quelque chose qui me motive, est-ce qu'on peut monter? Bon, alors, je ne suis pas sûr que ça serait fonctionnel quand on ne se prendrait pas de tarte, qu'on ne se retrouverait pas dans une salle d'histoire. Mais là, il n'y aurait pas de manipulation puisqu'elle est réelle, elle est authentique. Ta réelle base serait celle-là. Donc on est tous manipulateurs. Alors peut-être ça ne plaît pas, mais on a une forme de manipulation. Donc, et la conviction. Mais la conviction part avec le ressort de la manipulation. C'est-à-dire que ce soit en affaires, que ce soit en instinct de persuasion, qu'est-ce qu'on fait? On veut convaincre l'autre que son idée est appropriée et que celle qu'il prend, c'est celle qui marche. Donc, nous sommes tous dans ce même ressort. Voilà. Ok, génial. Bon, on en a fini. Personne ne veut faire de donation. Merci Christophe, c'était chouette. Merci beaucoup.